Salut Eric, Salut Dao, comment ça va? ça va bien et toi? Très très bien. T'es en forme? Bien, bien, en forme, bien reposé. Ouais, J'ai passé une journée calme. Donc là, je suis très très bien. Je suis prêt pour ce petit podcast. ok. Bah tu sais Eric, on en avait déjà parlé pas mal de fois. Je voulais un peu immortaliser les discussions qu'on avait. Et j'ai fait le premier podcast avec Pank. Que j'ai écouté. Ouais. Et l'idée c'était de retranscrire un peu les discussions qu'on avait, qui étaient dans le fond des discussions plutôt philosophiques. Et sur le premier podcast, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais pas défini ce que c'était la philosophie. Et je voudrais que tu me donnes un peu ton avis sur ce mot-là. Est-ce qu'il n'est pas galvaudé? Est-ce qu'il n'est pas terni? Est-ce qu'il est pas mal perçu par la plupart des gens qui en ont fait une discipline élitiste et qui ont mis ça complètement à part dans leur vie, dans leur discussion, dans leur cheminement, dans leur introspection? Donc voilà, pour toi, qu'est-ce que philosophie, ça veut dire quoi avec ta, ta propre approche? C'est une très bonne question. Au-delà des définitions du dictionnaire qui sont accessibles à tous sur Internet, je dirais que chaque fois qu'on me demande ce que, enfin, c'est pas comme ça arrivé tous les jours, mais quand on me demande ce que signifie la philosophie pour moi, je repense à quelque chose que m'a dit ma mère euh, quand je devais avoir 14-15 ans, quand on commence à faire de la philosophie au lycée. Moi, je m'étais toujours pas mal intéressé au sujet, surtout parce que j'étais assez fasciné par l'histoire antique, l'histoire grecque, l'histoire latine. Donc, j'avais déjà un petit peu j'avais déjà des petites notions, surtout que mes parents tous sont très littéraires. Mais donc, j'étais venu avec ce côté un peu adolescent, rebelle, en lui disant à quoi ça sert de faire de la philosophie à l'école, on va tous mourir, etc. Et ma mère m'a répondu, je me souviens, elle regardait par terre et elle m'a répondu du tac au tac, oui, mais il s'agit de bien vivre jusque-là. Et je me souviens que sur le moment, j'étais presque vexé que la réponse ait été aussi bonne. J'avais trouvé ça pas mal. Ensuite, j'ai pas été extrêmement emballé par la façon dont la philosophie était enseignée au sein de l'éducation nationale, mais je réalise aussi que c'est extrêmement difficile d'enseigner à des adolescents qui sortent de l'enfance en réalité, à la fois à philosopher et à s'intéresser à la philosophie. C'est difficile de leur donner les outils, de leur transmettre les outils qui ont l'air un peu rébarbatifs, surtout que la philosophie, comme tu le disais souvent dans l'autre podcast, c'est quelque chose qui peut être vu comme quelque chose qui est réservé à une certaine élite, à des personnes qui ont certaines facilités académiques, un certain accès à la culture, qui viennent d'un milieu socioculturel privilégié. Donc c'est vrai que que la méthodologie est relativement uniforme et pas nécessairement adaptée au fait de faire des philosophes, et elle cherche plus à faire passer des concepts qu'il faut recracher dans des examens, mais ça c'est malheureusement c'est c'est la croix que porte l'éducation nationale. On n'a pas trop le choix quand on doit uniformiser un programme pour des millions d'enfants. Alors je dis qu'on n'a pas trop le choix. Je comprends en tout cas que ces choix-là aient été faits. Mais donc en gros pour moi la philosophie, si je devais la résumer à quelque chose, je la résumerais à ce que m'a dit ma mère, c'est on essaye de vivre de façon cohérente et bonne, comme dirait Pank, pour nous, jusqu'au jour où on vivra plus. Je pense que c'est déjà une bonne base sur laquelle partir. Ensuite, on peut élaborer. Mais je pense que comme base sur laquelle s'appuyer, c'est pas trop mal. La, Merci maman. Là, le point que tu as soulevé que je trouve intéressant, c'est que est-ce qu'on n'est pas. On a, comme tu disais, quand on enseigne la philosophie au lycée, on est face à un auditoire qui n'est pas forcément prêt, on va dire, d'un point de vue maturité, à appréhender des concepts qui, dans le fond, va leur servir plus tard pour comprendre leur vie, comprendre la vie et parfois faire des choix qui sont plus cohérents pour eux plutôt que des choix qui sont dictés par des systèmes biaisés. Et est-ce que ce ne serait pas dû au fait qu'on a introduit le concept de la compréhension de la philosophie chez les gens très tôt
par des mauvaises manières qui sont une référence systématique à des auteurs, à des philosophes, à des écrivains, et que d'entrée de jeu, ça semble très complexe pour la plupart des gens. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, quand on parlait de philosophie, on s'est dit, ouais, ça va être pénible. Les professeurs qu'on avait, c'était des professeurs poussiéreux, et on n'avait qu'une envie, c'est de se foutre de leur gueule. Et je pense que ça vient du fait qu'il y a une approche plus moderne de la philosophie qu'on devrait appliquer. Et j'en parlais avec un autre copain sur cette approche, parce que sur le premier podcast avec nous, on avait discuté du fait que est-ce qu'on peut faire de la philosophie sans se référer à des auteurs, à des écrivains, à des références. Tu connais la position de Punk, lui il pense que lui, c'est celui qui veut tout réformer, et lui il dit qu'on peut tout faire from scratch, et il se donne les moyens de le faire. Il y avait un avis plus nuancé de mon copain qui disait que non, parce que des fois les références, ça fait du bien, ça permet de... quand tu as une réflexion et que tu avances pas, si on te met une réflexion d'une personne qui a passé toute sa vie à réfléchir sur un sujet, voilà, c'est plus facile. Encore une fois, pour moi, je pense que c'est quand même un frein, parce que la plupart des gens déjà oublient, quand ils sont pris dans le mouvement de la vie de manière accélérée, ils oublient déjà les enseignements qu'ils ont eus. Et la philosophie, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire notre relation aux gens, notre relation à ce qu'on aime, ce qu'on ressent, tout ça. On peut se poser des questions sur tout. Et reprendre les bases, pour moi, c'est un algorithme que tout le monde a à la base, puisque tout le monde vit, tout le monde a une vie. Et les gens peuvent tout reconstruire à partir de ça. Et tout simplement, pour moi, l'objectif, c'est, au lieu de faire des choses qui sont dictées par d'autres instances, c'est nous, en fonction de ce que nous sommes et de notre propre expérience, qui faisons les choix les plus cohérents par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on veut faire. Mais je suis d'accord avec toi. Là où j'introduirais peut-être une petite nuance, c'est quand tu dis on parle à un public qui n'a pas nécessairement la maturité pour jouer, pour avoir cette envie de jouer avec des concepts philosophiques. J'en suis pas convaincu, dans le sens où l'adolescence, l'âge à laquelle on est au début exposé à la philosophie dans la société française, c'est-à-dire à l'école en général, c'est un âge justement où on est en train de se dire, d'essayer de trouver notre posture, pour reprendre le terme, de trouver une posture appropriée pour faire face à la vie, où on essaye de s'émanciper à la fois des codes parentaux ou sociaux, tout en essayant de trouver sa place vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos familles, etc. Donc je pense qu'au final, c'est pas tellement qu'il y a un manque de maturité ou qu'on introduit certains concepts trop tôt, je pense qu'on les introduit mal. Comme tu disais, les références à des philosophes, des écrivains, des penseurs qui sont incroyablement précieuses, évidemment, et que moi, en tout cas, tu m'entendras jamais remettre en question leur valeur. Elles sont introduites directement, et comme disait Pank dans le dernier podcast, on dit, et toi aussi d'ailleurs, on dit aux gens, on a l'impression qu'on dit à des gamins que leur pensée n'a pas de valeur par rapport à celle d'un philosophe français du 18e, allemand du 19e, grec antique, alors que je pense que ces penseurs-là devraient être utilisés comme un appui ou comme une façon d'approfondir leur pensée après que ces adolescents, ces personnes qui ont initié la philosophie, aient pu commencer à formuler la leur. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui commence, je prends un exemple tout bête, vous prenez un garçon ou une fille qui va commencer à vous dire « moi je pense que la vie… qui viendra d'un milieu un peu difficile, je pense que la vie c'est subir, il faut savoir subir les coups que la vie vous envoie et pas se laisser abattre, etc. » On pourrait dire, tu sais quoi, si c'est une philosophie qui te plaît, ce genre de choses te plaît, tu sais quoi, il y a un empereur romain qui s'appelle Marc Aurèle, un stoïque qui a des idées qui te plairaient peut-être un peu, ou quelqu'un d'autre qui dirait moi j'aimerais m'émanciper de tout et pas être victime de la bien-pensance morale, quelque chose d'un peu rebelle adolescent. On peut dire, t'as un Allemand à moustache qui s'appelle Nietzsche, qui parle du concept du surhomme, d'un surhomme qui serait capable justement de s'émanciper des normes sociales et de poursuivre ses propres
c'est de poursuivre ses objectifs sans aucun frein. Et de cette façon-là, on crée déjà un parallèle entre ces penseurs et des personnes qui commencent à structurer leur pensée de façon un petit peu différente. Et on fait de ces penseurs non pas des ennemis, mais on en fait des alliés. On en fait des entités bienfaisantes, qui est au final le but du philosophe, généralement. Il va être, comme dit Pank, parle souvent du concept de moïsme. C'est des personnes qui essayent de créer une philosophie pour eux, mais qui ont toujours cet espoir, j'ai l'impression, quand on lit, alors que ça soit, ça va des sagesses chinoises, des sagesses asiatiques au postmoderne français, il y a toujours cette idée avec laquelle je ne suis pas nécessairement d'accord, il y a toujours cette idée de vouloir aider son prochain pour faire de lui, pour l'aider à vivre mieux sa vie, encore une fois, avant que sa vie s'arrête. Donc je pense qu'on crée on fait de ces espèces de figures statuaires du philosophe des ennemis au lieu d'en faire des alliés. Et je pense que c'est surtout là le problème, parce que comme vous le disiez, tout le monde est philosophe. Et à partir du moment où vous essayez de faire un chemin dans une société qui est en plus aujourd'hui extrêmement complexe, vous êtes philosophe. À moins d'être complètement nihiliste ou complètement fou. Est-ce que tu penses que c'est le terme philosophie qui a été, on va dire, trop teinté d'un contexte qui est plus adapté finalement à la compréhension des gens? C'est-à-dire que, pourquoi je te dis ça, c'est que quand je regarde les vidéos de Pank sur le développement personnel, je me rends compte que la moitié de ces vidéos, c'est de la philosophie. Même s'il s'en sert comme outil pour véhiculer, si tu veux, des sujets autour du développement personnel, de l'hypnose, de la PNL et tout, dans le fond, on retrouve toujours les bases de la philosophie. Et la problématique de la pensée ne viendrait-elle pas pour le commun des mortels de la définition qu'on donne au mot philosophie? Donc du coup, ils se disent, bon, c'est pas pour moi, j'en fais pas. Tu vois, ce que je veux dire, ce serait pas un problème de sémantique? Exactement, je pense. Mais de toute façon, on parle de... Aujourd'hui, il y a cette espèce de brouillage des pistes. On parle toujours de développement personnel, de quête de soi, poursuite du bonheur, quête de plénitude, de spiritualité. Et parler de philosophie dans ces contextes-là, tout de suite, c'est rébarbatif. Il y a tout de suite cette approche si on parle de tes philosophes, et là les gens imaginent, j'aime bien le terme que tu as utilisé tout à l'heure, poussiéreux, ils imaginent un gros livre poussiéreux qu'il faut aller chercher au fond d'une bibliothèque. On va l'ouvrir, alors qui va sentir un peu le moisi. Moi j'aime bien cette odeur, mais ça dépend des gens. Et dont on va lire 3 pages, s'arrêter, se dire qu'est-ce que je viens de lire là? Revenir. Alors attends, alors si on parle du sujet par rapport à l'objet, boum, j'en ai marre. Et alors que j'abandonne. Alors ce que les gens veulent, alors quand on regarde les livres, le livre typique de développement personnel, c'est petit 1, faites-vous confiance. Petit 2, n'ayez pas peur d'aimer les autres. Enfin, tu as toujours des espèces de petites bullet points que les gens lisent. Tu as l'impression que c'est. Alors je pense que il y a cette espèce d'influence de la réunionite où il faut avoir des petits bullet points très clairs. Alors que la pensée philosophique, telle qu'elle est souvent imaginée, elle est plus fouillie parce que. Évidemment, quand on passe sa vie à essayer de structurer une pensée de vie, on finit par aller très, 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 très profondément au fond des choses. Mais il y a cette idée que le développement personnel, la philosophie, la spiritualité, qui pour moi n'est pas nécessairement synonyme de foi, hein, mais la spiritualité, la quête de sens, ces 4 concepts, on pourra en ajouter, mais ces quatre concepts exemples sont tous séparés de la philosophie. Alors qu'au final, ils englobent une quête de soi, une quête de place, une quête de vie qu'on pourrait nommer, comme tu dis, c'est quelque chose de sémantique, qu'on pourrait nommer philosophie, ou qu'on pourrait nommer, je ne sais pas, on pourrait appeler ça
je sais pas, poursuite humaine, enfin il y a plein, mais il y a comme tu dis, un vrai problème sémantique et le mot philosophie maintenant est comme disent les Américains, un loaded word, c'est-à-dire un mot chargé. Il y a une espèce de poids qui est lié à ce concept-là qui je pense intimide et au-delà d'intimide est rébarbatif comme tu dis. Et ça c'est inquiétant, c'est triste. Et donc voilà, je pense que il faut prendre, mais on a des concepts qui existent, par exemple dire aux gens, c'est quoi ce livre de développement personnel que tu lis, c'est de la philosophie. Et il y a certains gens qui disent, non, c'est pas de la philosophie, c'est du développement personnel. La philosophie, c'est pour des types avec des cols roulés, c'est pour des types qui avec des cols roulés, qui fument des cigarettes dans des vidéos des années 70. Non, ça c'est de la philosophie et tu as le droit d'appeler ça de la philosophie et tu as le droit de dire que ta philosophie de vie c'est ça. Et maintenant, c'est ton devoir, ça c'est peut-être lié à ma personne, mais tu peux percevoir ça comme ton devoir de la développer, de la rendre plus cohérente et d'en faire pour mieux définir ton chemin de vie. La philosophie est à ton service et elle est partout. Justement, pour rebondir sur la sémantique de la philosophie, donc tu sais que le podcast au départ, bon là, comme je cherche des noms, j'avais au départ mis Philosoph Street, parce que ça sonnait bien, c'est un coup de tête. Donc les gens pensent à philosophie de rue, philosophie de comptoir. Il y en a qui. Moi j'aime bien l'idée de la philosophie de comptoir. Il y en a qui aiment. La philosophie de comptoir déjà ça existait depuis pas mal de temps, donc j'ai rien inventé. Mais la Philosoph Street, outre la sonorité, donc ça voulait philosophie de rue parce que c'est vrai que souvent les discussions qu'on a, ça se passe dans la rue quand on marche et tout ça. Donc voilà, il fallait donner un nom à ça. J'aimais bien l'histoire de philosophie posturale, donc posturosophie. C'est-à-dire que la philosophie c'est aussi une posture, une attitude. Il y a des gens qui ne parlent pas forcément de philosophie, mais qui dans leur posture ont une attitude assez philosophique. On parlait tout à l'heure de Paul, un ami là, du sport. Je trouve que c'est quelqu'un qui dans son chemin de vie a une posture philosophique assez forte. Après, quand on parle de posturosophie, forcément, je pense à des gens comme Thoreau, comme Kerouac ou Bukowski. Qui sont c'est des choses à laquelle tu es sensible. D'ailleurs, si j'ai une petite anecdote pour les gens qui savent pas, Paul écoutera peut-être un jour ce podcast, mais Paul est donc une personne qui pratiquait des sports de combat avec nous et qui était quelqu'un qui ne faisait pas de compétition mais qui était très fort et qui a un jour décidé qu'il allait devenir charpentier. Et donc il est parti devenir charpentier, on n'a aucune idée d'où il est maintenant. Limoges. Il était à Limoges, voilà. Et il disait, je me souviens d'un jour où on parlait à la sortie de l'entraînement et où un type lui a dit, un type faisait je ne sais plus ce qu'il faisait, mais il faisait du consulting, du consulting ou du marketing. Alors c'est pas la même chose, mais il faisait un de ces boulots un peu vagues qui sont légion aujourd'hui, et qui sont évidemment nécessaires parfois, mais qui sont, on va dire, des nouveaux emplois. Et le type regardait Paul un peu de haut. En lui disant qu'est-ce que tu vas faire, tu vas devenir charpentier, tu te prends pour le Christ, et tu vas te niquer les mains, tu vas partir. Et alors Paul il était en train de me raconter Paul est à moitié japonais, il avait envie de partir au Japon pour apprendre leurs nouvelles techniques sans clous, etc. Donc le type le regardait un peu de haut et Paul a coupé court à la conversation à un moment en lui disant tu vas dans un monde parfait, moi j'existe et toi t'es pas là. Et je me rappelle avoir éclaté de rire, que l'autre personne était très vexée, mais que c'était assez représentatif du personnage. Et je trouvais ça assez beau, même si c'était peut-être pas nécessairement la meilleure façon de gérer le problème. Je trouvais ça assez beau que Paul ait poursuivi une occupation et voulu changer d'occupation pour faire quelque chose dont qu'un des critères principaux qui l'avait mené au choix de devenir charpentier, c'était l'idée que dans un monde idéal, il y avait des charpentiers. Posture philosophique. Posture philosophique, voilà. Je pense que c'est un exemple pas mal. Ce que je te propose, c'est que depuis, vous avez beaucoup défini avec Pank les pourquoi, les problèmes. Mais moi, je trouve, si on parlait un peu de ce que tu penses, toi, de ta philosophie. Là, Dao sourit, il est un peu gêné, mais au final, je crois que c'est un peu le but du podcast. Sinon, on va tourner en rond.
Donc au lieu de parler, on a parlé de la philosophie aujourd'hui, du pourquoi on pensait qu'elle n'était pas nécessairement enseignée correctement. Mais maintenant, si on se concentrait un peu sur Dao, posturosophie de Dao. Tout est sujet à changement. Hein. Oui, exactement. Très important. Genre, personnellement, j'ai vraiment... Enfin, ouais, c'est pareil, hein, je peux changer d'avis demain, mais le mot philosophie, j'ai envie de l'utiliser de moins en moins. Moi, j'aime bien le mot questionnement. Voilà, très bien. J'aime bien ça parce que le questionnement, ça amène aux mêmes objectifs que la philosophie et c'est carrément plus accessible à comprendre, en fait, à appréhender pour les gens. J'aime bien la question de posture aussi. La posture, c'est une quête, c'est-à-dire que toute notre vie, on va faire des choses qui sont dissonantes. Alors dissonant, ça veut dire que ce que je fais ne correspond pas réellement à ce que je suis réellement. Et des fois, il y a des gens qui ont des attitudes dissonantes. La plupart des gens ont des mini-attitudes dissonantes et ça crée des malaises. Et pour moi... des patterns négatifs aussi, tu penses? Oui, il y a tout un ensemble complexe. Et pour moi, le questionnement, ça permet d'éviter au mieux la dissonance, sachant que c'est une quête qui est toute sa vie. Toute sa vie, on fera des choses qui ne seront pas cohérentes pour nous, congruentes pour soi. Enfin, pareil, la congruence, c'est de la cohérence rapportée à soi. Et moi, j'en suis le premier à en souffrir. C'est pour ça que j'ai été amené peu à peu à mettre en place des véritables questionnements. Il faut savoir que pour moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que la philosophie, c'était pas du tout pour moi, pour des problèmes sémantiques, hein, pour les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, et que comme j'étais tout le temps dans le questionnement, je parlais, et puis beaucoup de gens disaient, mais Dao, tu philosophes, alors que pour moi, c'est l'histoire de toute ma vie, c'est-à-dire que je passe mon temps à me dire que je ne fais pas assez bien et que c'est pas réellement ce que j'ai envie de faire, alors que je suis dans cette direction-là. Donc pour moi, la meilleure manière, vu les moyens que j'ai de faire de la philosophie, c'est déjà d'essayer d'adopter des postures philosophiques, même si c'est pas évident parce qu'on a beaucoup de contraintes, on le sait bien. Donc posturosophi, je trouve que c'est plus facile à faire. Il y a quelques temps, je m'étais intéressé au minimalisme, qui était une posture philosophique. Donc, encore une fois, c'est une quête. Hein, ton opinion, du minimalisme. Qu'est-ce que tu en penses du mouvement tel qu'il est perçu aujourd'hui, tel qu'il est relayé, et de son utilité et de la façon dont tu le vis? Le mouvement, pour moi, il porte un message clair, hein, qui est un message philosophique, hein, qui est sur le renoncement, sur l'abandon, une forme d'abnégation. D'ascétisme, tu penses aussi? Aussi l'ascétisme, mais... Est-ce qu'il y a de la mortification, tu penses, Est-ce que tu penses qu'il y a ce côté, on se limite malgré soi, malgré ses désirs, ou est-ce que c'est... Moi, je ne me suis pas énormément penché sur la question. Est-ce que tu penses que les gens qui sont... C'est l'espèce de ponte presque gourou du minimalisme, ils prônent le minimalisme parce qu'ils pensent qu'on est plus heureux sans rien, mais à travers une certaine souffrance d'avoir moins, ou est-ce qu'ils pensent vraiment qu'en ayant moins, qu'il n'y a pas de souffrance à avoir moins? Je pense qu'on est dans une société où nos choix, c'est souvent les moins pires. Et je pense que le minimalisme, c'est une voie qui est assez simple à prendre en place. On n'a pas forcément la mesure complète de ce que ça représente derrière, mais c'est un protocole qui est intéressant. Pour moi, c'est comme un entraînement. On va te dire, tu fais de la préparation physique, mais dans le fond, qui fait vraiment une vraie prépa physique, adaptée à son corps, à sa mobilité. Ouais. Mais on dit, de toute façon, c'est une voie, elle a l'air assez cohérente. Et puis il y a des gens qui se retrouvent parce qu'il y a quand même des vrais bénéfices derrière. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices financiers avant tout. Et puis c'est facile. Enfin, c'est facile et difficile à faire. C'est facile dans le sens où tu as juste, entre guillemets, à te débarrasser de choses. Hein. Et c'est difficile parce que tu te rends compte que finalement, tous tes mécanismes sont liés au fait d'amasser, de manger plus que de mesure et tout ça. Donc, quand on s'intéresse au minimalisme, tu te rends compte que c'est une quête qui va durer quelques temps, surtout si derrière ça, tu es lié à des contraintes familiales ou professionnelles ou sociales. Donc c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et pour autant, c'est quand même un mouvement qui est en contrepoids
de la société de consommation dans laquelle on vit se développe et s'émancipe quand même beaucoup. On en parle de plus en plus. Ouais. À une époque, tu parlais de minimalisme, on parlait d'art. Maintenant, tu mets minimalisme sur un moteur de recherche, déjà tu tombes sur des gens qui te parlent de l'art zen japonais, enfin voilà, toutes ces choses-là. Sachant que les Japonais qui se sont orientés au minimalisme n'avaient pas vraiment le choix parce que c'est dans un pays où chaque mètre carré compte. Ouais, ça va être très intéressant. Donc, ok. Ça, c'est ma vision. Après, ce podcast aussi a un objectif éducatif pour moi, c'est que ça me permet moi aussi d'avancer sur mon questionnement. Et bien sûr. Peut-être qu'à terme, je changerai le nom du podcast en questionnement ou en questionosophie pour reprendre le terme inventé par un ami. Moi, c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien le mot conversation aussi. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Au-delà de parler de philosophie, parler de conversation. J'ai vu une vidéo YouTube d'un gars qui a raconté que dans les échanges qu'on avait avec les gens, il y avait 7 types d'échanges. Il y avait 6 types d'échanges. Tu avais le rituel, le retrait, l'activité, l'intimité, le jeu et le passe-temps. J'ai trouvé ça intéressant de voir qu'on pouvait segmenter, on pouvait voir la nature des échanges qu'on a avec des gens et qu'on pouvait les mettre dans ces catégories-là. Et c'est vrai que les gens, quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de rituels, beaucoup de passe-temps. Le jeu, c'est plutôt, on va dire, lié à un moment où ça va fighter un peu, dans le monde professionnel, dans la négociation, tout ça. Mais là, on commence à mettre un pied dans l'intimité. Et moi, celle que je préfère, le type de conversation que je préfère, c'est vraiment l'intimiste. C'est là où on va, et c'est là où on va faire voir apparaître le questionnement, la conversation, la vraie conversation. Et même là où je suis assez, ce que j'aime bien aussi, c'est à partir d'une conversation type passe-temps, c'est rentrer dans l'intimité. C'est rentrer dans l'intimité et faire sortir les tripes des gens, voir ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux-mêmes. J'avais entendu, j'écoute personnellement énormément de podcasts, donc j'ai un peu de mal à resituer dans quel podcast j'avais entendu ou qui avait dit ça, mais j'avais entendu un invité dans un podcast que j'écoute qui disait qu'il refusait, qu'il s'est astreint à une discipline qui était de refuser ce qu'ils appellent en anglais small talk, c'est-à-dire l'espèce de palabre stérile du il fait beau, qu'est-ce que tu fais, alors quand tu rencontrais quelqu'un, qu'est-ce que tu fais quoi dans la vie, il essayait de poser que des questions entre guillemets profondes, c'est-à-dire il rencontrait quelqu'un et au lieu de lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis machin, je bosse dans une entreprise, il lui demandait qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, ce qui est déjà une question très différente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aurait répondu je bosse dans, je sais pas, je suis vendeur chez H&M, va peut-être vous répondre moi j'adore la sculpture sur bois. Enfin, j'en sais rien, il peut vous dire j'aime le modélisme. Enfin, il va peut-être vous dire quelque chose de la musique, il va peut-être vous dire j'aime faire de la musique, je fais des beats chez moi. Enfin, vous pouvez entendre et tout de suite vous n'êtes pas face à une espèce de robotique sociale, vous êtes face à un être humain qui vous dit vraiment ce qu'il aime. Ou alors, au lieu de demander à quelqu'un est-ce qu'il fait beau dehors, est-ce qu'il va faire, tu crois qu'il va faire beau demain, il va lui dire s'il fait beau demain, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire demain s'il fait beau? Des choses comme ça, beaucoup plus profondes. Et ça demande, il y a une certaine gymnastique intellectuelle qui s'applique à ces questions. Parce qu'il faut se dire, bon, de quoi, je ne sais pas quoi dire à cette personne. Alors on parle toujours du beau temps, tu fais quoi? Est-ce que tu es marié? Alors, ça peut aller, j'ai des questions peut-être un peu plus personnelles. T'es heureux dans ton mariage? J'en sais rien, mais des choses où j'ai 3 enfants. C'est quoi la principale difficulté pour toi dans le fait d'élever tes enfants? Des choses, enfin, et tout de suite, il disait que ça avait changé son rapport aux gens. Parce que c'est l'histoire de ma vie, ça. Voilà, parce que les gens vous regardent différemment, parce que au-delà de ça, on peut penser que, ce qu'il disait, c'est qu'on peut penser que les gens le prendront mal,
ce serait surtout en France, qu'il y a une espèce de viol du jardin secret, un viol d'intimité. Parce que là, c'était un Américain qui parlait, mais en réalité, les gens, comme on disait, il y a une soif de parler du monde qui les entoure et de la façon dont ils l'abordent, et de la façon dont le monde les aborde aussi. Et donc l'idée de pouvoir parler de... alors il y a aussi cette idée que le sujet préféré de beaucoup de personnes est leur personne justement, mais l'idée de pouvoir, si on est un peu plus cynique, mais l'idée de pouvoir parler de quelque chose d'un peu plus profond, c'est rafraîchissant. Et comme tu disais, on passe du passe-temps ou du stérile à l'intime tout de suite. Et l'intime, et parler de soi de façon intime à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est pas nécessairement un viol. Parfois, c'est aussi juste c'est un acte presque de bienveillance. D'ailleurs, quand tu discutes avec les gens et que tu commences à poser des questions, on va dire, de type passe-temps ou rituel, on arrive toujours à percevoir un moment où il y a la possibilité d'une ouverture vers une discussion intimiste chez les gens. Et pour le faire assez souvent, c'est quelque chose qui est quasiment présent avec toutes les conversations avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où tu peux accrocher les gens et à ce moment-là, tu as une brèche pour entrer dans l'intimité des gens. Après, que les gens ouvrent ou pas, c'est leur choix. Mais moi, je trouve qu'à 99% des cas, les gens ont des choses à dire, ont vraiment des choses à dire sur leur propre vie. Et là, on rentre vraiment dans des discussions qui sont beaucoup plus intéressantes, comme tu l'as souligné avec le podcast que tu avais entendu. Je parlais à quelqu'un hier qui me disait que c'était une personne qui est arrivée en France il n'y a pas très très longtemps et qui ne parle pas le français bien et qui a eu un petit moment de déprime, comme souvent quand on arrive dans un pays avec un nouvel emploi, et en plus c'est un emploi qui sous-entendait pas mal de responsabilités. Donc cette personne était un petit peu perdue et disait tu sais, avec presque un peu de honte, j'ai vu dans telle série, je ne me rappelle plus, américaine, mais vraiment une série américaine, alors dans le genre série passe-temps, on ne faisait pas beaucoup mieux. J'ai vu tel personnage a dit tel truc et je l'ai écrit sur un cahier, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé, c'est un peu ridicule, et toujours dans l'excuse, ça fait un peu pitié. Et j'ai repensé à une phrase, parce qu'avec Pank, qui est l'autre intervenant et notre grand ami commun, ce que j'appelle le moine laïque, et le mystique laïque, qui nous... on parle souvent aussi de spiritualité, on va dire du sous-continent indien ou asiatique, méditation, etc. Et il y avait un gourou dans les années 60 dont j'aime bien les enseignements, qui s'appelait, donc pour ceux que ça intéresse, Maharaji ou alors Neem Karoli Baba, qui a beaucoup influencé pas mal de l'arrivée d'une pensée bienveillante venue d'Inde aux États-Unis. Mais il était en Inde à l'époque, là, il vivait dans un petit temple en Himalaya. Bref, il disait que on n'est pas obligé de rencontrer le gourou, parce qu'il utilisait évidemment des termes propres à la spiritualité, à la philosophie indienne, vu que c'était quelqu'un qui sortait complètement de ce milieu-là. On n'est pas obligé de rencontrer son gourou dans sa forme physique pour le rencontrer tout simplement. On peut rencontrer son gourou autrement que dans sa forme physique. Et que le gourou est partout. Et j'aimais bien cette idée, donc c'est ce que j'ai dit à cette personne en lui disant, c'est pas parce que si quelque chose a un impact positif sur toi, ça peut être une citation, une phrase dans un film, dans une série, un truc écrit sur un mur, sur le mur des chiottes du bar où tu aimes bien aller boire des coups et qui te fait cette espèce qui te met un coup au moment où tu es au-dessus de la pissotière. Il n'y a pas de raison que ça ait moins de valeur que si tu l'avais lu, que si tu l'avais lu dans un bouquin qui est dans un recueil de philosophie ou dans un classique de la littérature de ton pays d'origine. L'important, c'est l'impact que ça a sur toi à ce moment précis. Donc il n'y a pas d'hiérarchie à ce niveau-là. Le seul avantage de l'écrivain, du philosophe, c'est que souvent on peut aller encore un peu plus profond dans ce raisonnement-là.
du gourou, etc. Mais le choc, on va dire, philosophique ou spirituel et on peut le trouver n'importe où. On peut le trouver dans un. C'est pour ça qu'il y a toujours cette insistance sur le lieu de pratique. Il n'est pas, c'est pas un temple, c'est pas une université, c'est pas un ashram, c'est pas un podcast. Le lieu de pratique, ça peut être, c'est toi-même, c'est toi, c'est le monde qui t'entoure et toi. Et il ne faut pas faire de différence nécessairement entre le mur des chiottes et les fables de La Fontaine. On va conclure sur ce premier podcast là. Sur le mur des chiottes. Voilà, je trouve que c'était une bonne introduction pour déjà présenter mon ami Eric. Et puis je te remercie. Et puis Merci beaucoup, Dao. On se retrouve sur le prochain.